Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour déjà l'émission numéro 3 du Talk du foot amateur. J'espère que vous vous portez bien, on est ensemble pour une heure ensemble pour parler bien évidemment de toute l'actualité. Au programme de cette émission, on va s'intéresser au haut de classement du championnat national avec cette question: Pau et Dunkerque méritent-ils de monter en Ligue 2? Et puis l'actualité, c'est aussi les décisions, la communication également du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui irrite pas mal, notamment certains présidents de clubs, celui de Bergerac par exemple en National 2. Christophe Fauvel, il sera notre invité dans un instant. Et puis enfin, une petite rubrique assez sympa avec que sont-ils devenus? Guillaume Lauvergne par exemple, ancien joueur de Mulhouse, de Montcuiseau, de Beauvais ou encore de Nîmes. Il sera lui aussi avec nous, ce sera en dernière partie d'émission. L'équipe du jour avec l'homme qui arrive au stade en Formule 1 par rapport à son autre passion. Il s'agit d'Emmanuel Moine. Bonjour Manu. Salut Max, salut à tous. J'aimerais venir en Formule 1 au stade, mais comme Vincent le sait, j'ai pas le permis. Donc c'est Vincent qui conduit la Formule 1 et c'est très bien ainsi. Bon, lui, c'est les plus grands ont mis qu'il le connaissent sur son CV, rien que ça, et notamment des joueurs de l'équipe de France. Vincent Magnès. Bonjour Vincent. Salut Max, salut à tous. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, hein, et ne serait-ce que même le dimanche encore avec le Variété Coupe de France, dès l'instant où on me met un but, son CV il prend une ampleur de fou. Et puis enfin, Jean-Michel Aulas, qui est occupé bien évidemment avec la fin de la saison, aimerait bien un jour racheter son site internet. Il s'agit de Jérôme Bouchard. Bonjour Jérôme. Ouais, salut les gars. On attendra, mais je connais Jean-Michel, donc on pourra négocier sans problème. Bon, bah tant mieux. Il sera un jour peut-être notre invité, tiens, avec grand plaisir. Il pourra nous parler notamment de la réserve de Lyon et de toute la formation. C'est vrai que c'est toujours assez impressionnant. Bon, on va parler d'abord de National et notamment de ces deux possibles montées, même s'il n'y a rien d'officiel, en tout cas à l'heure où on se parle. Pau et Dunkerque, respectivement premier et deuxième cette saison, vont peut-être donc monter au deuxième échelon, vont peut-être donc devenir professionnels. Avant d'évoquer quelques stats en 2-3 mots, est-ce que c'est logique de les voir monter ces deux clubs, Pau et Dunkerque, Manu? Ce qui serait le plus injuste, on va dire, ce serait de déclarer une saison blanche et après 25 ou 26 journées jouées, et on va revenir, tu l'as dit, en stade sur le parcours de ces deux équipes, ce serait de leur dire, bah non, finalement, cette saison, elle compte pour du beurre et vous repartez en national l'année prochaine. Ça, ce serait quelque part la décision la plus injuste. Juste une petite stat, je me suis amusé à regarder un petit peu ce qui s'est fait sur ces 5 dernières années, la tendance notamment à la J26, et sur ces 5 dernières années, il y a 3 saisons, 2017-2018, 2016-2017 et 2015-2016, où le trio devant a changé. Preuve aussi qu'il se passe des choses dans le championnat national à 9 journées de la fin. Même s'ils ont été quand même en haut du classement une bonne partie de la saison. Vincent, vous avez déjà eu l'occasion en plus de les voir également lors de cet exercice. Pau, Dunkerque, c'est assez logique de les retrouver, en tout cas, même si c'est pas officiel, l'année prochaine en Ligue 2. Ce qui serait pas logique, justement, c'est que ces deux équipes ne montent pas. Simplement parce que tous les matchs qui ont été joués ont été comptabilisés. Voilà, c'est une équipe de Dunkerque qui était en début de saison. Alors, si on parle de stats, effectivement, on a une équipe de Dunkerque qui avait gagné ses 6 ou 7 premiers matchs. La dernière fois que c'était arrivé, en fait, c'était Créteil et Metz. Ils sont montés tous les deux en Ligue 2. Après, on ne joue pas que sur 6 ou 7 matchs, mais en tous les cas, que ce soit Pau ou que ce soit Dunkerque, jusqu'à la 26e journée, ils ont peut-être été une fois en dehors du podium, ou en tout cas hors des 2 premières places. Donc pour moi, ce serait vraiment logique que ces deux équipes montent en Ligue 2. Même avis, Jérôme? Oui, tout à fait. Quand on regarde l'évolution du classement depuis le début de saison, c'est tout juste impressionnant pour Dunkerque qui n'est descendu qu'une seule fois du podium. C'était le soir du 13 décembre. Ils ont toujours été dans les 2 premiers. Ensuite, Pau avait mal commencé avec 2 nuls initiaux et ensuite est monté crescendo. Ils ont pris la 2e place à la 4e journée et ils sont descendus 3 fois à la 4e place, mais ils ont toujours été dans le duo de tête. Je regardais sur toutes les autres équipes, du moins celles qui les suivent. On a Villefranche qui a été premier 2-3 journées, mais autrement, pour Boulogne et le Red Star, leurs 2 poursuivants, ça aussi entre la 15e, 15e et puis 3e place pour Boulogne. Le Red Star avait très bien démarré, un gros passage à vide en septembre, et remonté petit à petit, mais c'était compliqué de revenir sur la tête. Donc c'est complètement logique. Et puis après, même au niveau du jeu, ce qu'on a pu entendre
par rapport à leurs adversaires, c'est que c'était quand même deux équipes qui étaient plutôt hyper cohérentes dans ce qu'elles faisaient. Les deux meilleures attaques d'ailleurs de ce championnat et quasiment dans les meilleures défenses, Manu. Ouais, il y a aussi deux choses qui sont assez intéressantes. Puisqu'on parle de stats, c'est vrai que tu as raison, Jérôme, le foot, c'est pas que des stats, c'est aussi une impression. Et c'est vraiment les deux équipes qui nous ont fait la meilleure impression sur cette saison. Moi, il y a quand même deux stats qui m'intéressent. Il y a le goal average particulier qui détermine aussi les affrontements directs entre ces leaders. Dunkerque avait l'avantage au goal average particulier sur Red Star, sur Pau. Il restait un match à jouer contre Boulogne. Il y a eu match nul à l'aller. Et ils étaient à égalité, on va dire, avec Villefranche. Pau avait l'avantage sur le Red Star. Il leur restait un match à jouer aussi contre Boulogne et contre Villefranche. Par contre, ils avaient le goal average particulier défavorable par rapport à Dunkerque. Et puis, il y a les dynamiques. Les dynamiques, c'est ça aussi qui est important. C'est lorsque le championnat s'est arrêté, Pau et Boulogne étaient complètement dans le vert parce que Pau, c'était une défaite sur les 8 derniers matchs et Boulogne, une défaite sur les 12 derniers matchs. Dunkerque, c'était quand même pas mal avec, on va dire, un signal à l'orange, on va dire, avec une victoire sur les 3 derniers matchs. Par contre, les deux équipes qui étaient victimes, on va dire, de ce rythme, c'était le Red Star et Villefranche. Red Star qui restait sur une victoire sur les 7 derniers matchs. Même chose pour les Caladois. Donc, quelque part, jusqu'à présent, la logique, elle sera respectée. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les stats, on pourrait se dire que du fait de cet arrêt des championnats, oui, ce serait logique de faire monter Dunkerque et Pau, mais quelque part la plus grande victime, on peut le dire, de cette décision, et on ne dit pas que cette décision elle est juste ou qu'elle soit injuste, mais la plus grande victime, ce serait quand même Boulogne. Et Boulogne qui devait affronter en plus Pau et Dunkerque, tu l'as dit, il y a exactement Manu. Vincent. Ouais, alors aussi, je reviens aussi justement sur les parcours de Dunkerque et Pau, en fait, sont un peu similaires, en tout cas sur la saison dernière. C'est deux équipes qui ont énormément souffert la saison dernière. Et là où je leur tire mon chapeau, c'est que elles ont su justement s'inspirer de ce qui leur est arrivé la saison dernière pour bien rebondir cette année avec des gros objectifs. Alors Bruno Herlès, effectivement, il a fait un gros travail avec cette équipe, mais il ne faudra pas oublier non plus Raphaël Novelli, qui était le coach des Palois en début de saison et qui nous avait beaucoup plu. Avec Manu, on les a commentés à Tours, on les a commentés au Mans. À chaque fois, moi, j'ai vraiment trouvé que cette équipe, elle avait un fond de jeu, c'était une équipe qui avait du cœur. Après, effectivement, Bruno Herlès est arrivé, il les a sauvés, il est resté sur une grosse dynamique qui a été un peu dans la continuité cette saison, avec une équipe qui a fait un gros parcours en Coupe de France, qui concorde un peu justement avec son passage à vide à un moment donné. Elle a su se reprendre juste derrière. Et une équipe de Dunkerque, je l'ai dit, qui a failli descendre, qui s'est sauvée sur la dernière ou l'avant-dernière journée de la saison passée. Et puis là, cette année, une saison quasi parfaite, si c'était quelques petits accrochages à domicile. Et c'est vrai qu'on avait parlé ensemble justement, Manu, c'est que la saison dernière, c'est que Pau, l'an dernier, à part ce début de saison qui a été catastrophique, mais il y avait véritablement un effectif pour monter, et notamment peut-être celui qui était le meilleur joueur l'an dernier du championnat national, Vincent Thiel. Exactement. Avec Quentin Boigard aussi qui nous a fait une grosse impression. Juste si on arrête le classement à la 26e journée de l'année dernière, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant et on en parlait hors antenne avec Max ce matin. Dunkerque était 16e. Donc si par exemple malheureusement le Covid-19 est arrivé la saison dernière et non pas cette saison et qu'on aurait dû arrêter ce championnat national, Dunkerque se serait retrouvé exactement dans la position on va dire inverse qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que Dunkerque aurait dû descendre en National 2 en attendant bien sûr l'officialisation de chacune de ces décisions, mais preuve aussi que tout va très très vite dans le football et surtout en national. Ouais, et puis d'ailleurs, je crois que même Laval se serait retrouvé à la 3e place l'an dernier si le championnat s'était arrêté pareil, et c'était donc Laval qui était barragiste et non le Mans FC. Sur le calendrier juste, parce qu'on a parlé de dynamique, alors on l'a évoqué bien évidemment avec Boulogne qui devait affronter Pau et Dunkerque. Dunkerque devait jouer face à donc Boulogne et plusieurs équipes du ventre mou, puis enfin Pau qui devait aussi affronter quelques équipes du ventre mou. On aurait presque pu se dire quand même qu'on aurait une bataille à quoi 3, 4 finalement, Jérôme? Alors, Boulogne, le problème, c'est, comme le disait Sylvia Manu, c'est que c'était quand même un peu l'équipe en forme. Mais j'étais en train de regarder un petit peu la dernière interview de Reynold Delattre, leur président, et il n'a pas abdiqué pour la montée en Ligue 2. Hein. Il devrait se saisir le CNOSF et justement expliquer que pourquoi les barrages sont annulés, pourquoi les barrages n'auraient pas lieu. Donc, mais après, on ne peut pas dire que Pau et Dunkerque ne méritent pas
globalement leur montée en Ligue 2. Maintenant, on va attendre l'Assemblée générale de la LFP parce que c'est elle qui va un petit peu décider de tout ce qui va se passer. Aussi, en même temps, Vincent. Ouais, c'est vrai que, comme Jérôme le dit, c'est vrai que le président, il est en train d'essayer de rattraper un peu le coup, d'essayer d'aller jouer des barrages. Aujourd'hui, moi, je suis un ch'ti, je suis calaisien, on est juste côte à côte avec les Boulonnais. Forcément, c'est un club que j'aime beaucoup, comme tous les clubs du national. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'aurais du mal à comprendre qu'on puisse jouer les barrages puisque tous les championnats sont arrêtés, c'est définitif. Et pourquoi il y aurait juste simplement 4 équipes concernées? Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va jouer les barrages, on va peut-être pouvoir jouer en Ligue 2. Par contre, on en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire que la préparation pour jouer ces matchs de barrage et derrière repréparer une saison avec des joueurs qui ont peut-être déjà signé pas, ça me paraît encore compliqué une fois. Vincent a clairement raison. Je pense que déjà, l'argument sanitaire sera le premier argument. On le voit actuellement en Allemagne. La Bundesliga devait repartir. On a appris il y a 1 heure qu'il y avait 10 cas de Covid-19 au sein des rangs de clubs de Bundesliga. Donc, forcément, à un moment donné, il faut prendre une décision qui soit juste d'un point de vue sanitaire. Et on l'a dit dans cette émission, beaucoup de joueurs ne voulaient pas reprendre. Certains présidents ne voulaient pas reprendre. Certains coachs ne voulaient pas reprendre pour une question aussi également de décence. Maintenant, il y a, moi, une chose qui m'interpelle et ça serait logique. Si par exemple le 3e de National ne pouvait pas disputer son barrage d'accession en Ligue 2, si le 3e de Ligue 2 ou si les playoffs, on va dire, d'accession en Ligue 1 ne pouvaient pas avoir lieu, ça voudrait dire aussi qu'on a un système à 2 vitesses, c'est-à-dire où le gros, celui qui appartient à la division du dessus, est avantagé puisqu'il n'y a pas de barrage. Et là, quelque part, moralement, ça pose quand même un problème, surtout quand on regarde l'histoire un petit peu de ces barrages. Je pense notamment du National vers la Ligue 2, où depuis 2 saisons, on se rend compte que c'est l'équipe de National qui monte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un système pour la saison prochaine où, allez, je dis peut-être des bêtises, vous allez me dire justement ce que vous en pensez vous autour de la table, mais peut-être un avantage de points par rapport au 3e de National voilà, en se disant que normalement il aurait pu avoir un barrage d'accession, finalement que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une solution justement, Vincent? Mais c'est toujours pareil, en fait, ça peut toujours paraître compliqué quand même, parce qu'effectivement, si on en vient enfin en tout cas pas nous, mais certains présidents à dire que la montée de Pau ou Dunkerque n'est pas logique, parce que mathématiquement c'était toujours possible pour 2-3 autres clubs d'avoir ce titre de champion et cette place de 2e. Mais ça l'est aussi pour cette place de barragiste. Il y avait quand même 3-4 clubs qui pouvaient espérer cette place de barragiste. Donc voilà, on est toujours sur le même problème. C'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. Après, il ne faut pas oublier, et à chaque fois qu'on parle de cette crise, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que déjà, le premier responsable, c'est le Covid-19. Ça peut paraître un peu con de dire ça, mais c'est la vérité. Et que la deuxième chose, on est dans une situation qui est absolument extraordinaire. On espère bien évidemment que ce qu'on vit là aujourd'hui, on ne le vivra pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, quelque part, c'est une situation inédite. Est-ce qu'il faut tout remettre en question parce qu'il y a une situation inédite aujourd'hui? Je pose véritablement la question. Par contre, il y a une certitude dans cette histoire de barrage. C'est autant, moi, le barrage entre Le Mans et le Gazélec l'an dernier m'a régalé d'un point de vue spectacle sur le match aller et retour. Par contre, il pose toujours cette question, que ce soit de l'accession de National à Ligue 2 ou de Ligue 2 à Ligue 1, ça favorise quand même le plus gros et ça favorise l'équipe qui est déjà, on va dire, dans la division du dessus, qui a une chance en plus par rapport à une équipe qui aurait fait une belle saison et qui devrait jouer justement ce match barrage en plus. Alors peut-être pour une question d'équité, est-ce qu'il ne faudrait pas rester sur 3 descentes et 3 montées en Ligue 1 et Ligue 2 et de la même manière aussi également entre Ligue 2 et National? Peut-être que ce serait la manière la plus juste. Maintenant, on espère tous que cette situation de crise sanitaire telle qu'on la vit, on ne la vivra plus dans les années à venir. En sachant quand même que potentiellement barragiste, en tout cas, il y avait Lyon-Duchère qui était 8e à 6 points de Boulogne. Il y avait également Villefranche qui était 7e, 41 points, 5 points de Boulogne. Il y avait Avranches, Bourg-en-Bresse, le Red Star, donc on l'a dit. Donc finalement, voilà, tout le monde pouvait, à part bien évidemment ceux à partir de la 9e place où il commence à y avoir un écart assez important. Finalement, on va assister à quelque chose de totalement différent, même pour les prochaines années, comme l'a dit finalement Manu, c'est que il va y avoir une espèce de jurisprudence par rapport à ce qui vient de se dérouler. Finalement, cette situation de 3 montées, 3 descentes, elle était presque logique il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Vincent? Alors, justement, Max, tu me donnes la parole et c'est bien parce que justement, là, il y a un article, une déclaration en fait que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Effectivement, on pourra toujours parler de jurisprudence, d'équité, c'est pas logique, c'est logique, enfin plein de choses.
Moi, simplement, l'article et le tweet, en gros, qui m'interpelle, en fait, c'est le président de Montpellier, Nicolas. Là, on parle de Ligue 1, mais il a complètement raison. C'est-à-dire que lui, à la 25e journée, l'Européen, 26e journée, il n'est plus. Donc là, il n'est pas européen la saison prochaine. Et pour autant, il a dit un peu de décence. Il y a pire que le sport dans la vie. Voilà, que chacun ferme sa bouche et on laisse faire la fédé. Le digne fils de son père. Mais il a raison, Vincent. Il a raison, Vincent, sur une chose, c'est qu'en plus, on le sait très bien, en Ligue 1, les enjeux ils sont encore plus importants. Le fait d'être qualifié en Coupe d'Europe ou de ne pas l'être, c'est énormément d'argent en jeu. Et tu as raison, Vincent. On est dans une période, et on va en parler tout à l'heure avec le président Fauvel, mais on est dans une période où je pense que le foot, c'est pas distingué. Alors, on en veut beaucoup aux instances. Je vois énormément de présidents qui critiquent notamment la Fédération française de foot ou la Ligue de football professionnel, mais il n'y a pas eu unanimité chez les présidents de clubs, il n'y a pas eu unanimité chez les entraîneurs de foot, il n'y a pas eu unanimité chez les joueurs professionnels ou semi-professionnels à contrat fédéral. Et quelque part, cette déclaration de Nicolin, moi je trouve qu'elle est rassurante parce que en effet la décence, on parle beaucoup de décence dans le football aujourd'hui, mais peut-être que la décence en effet c'est de prendre acte aussi de la situation et de s'en tenir à cette situation-là, même si les conséquences elles sont terribles. Ouais, messieurs Sadran et Olas, justement, écoutez un petit peu la voix de la sagesse, à la fois que ce soit Emmanuel Moine ou Vincent Magniez, c'est vrai. Et puis, comme tu l'as dit il y a quelques instants, Manu, par rapport à ce qui se passe actuellement en Bundesliga, ce qui s'est passé aussi avec le jeune Junior Sambia de Montpellier, à un moment donné, ça doit être amené à réfléchir par rapport aux différentes circonstances. J'imagine qu'on est tous d'accord. Et même Jérôme, justement, où tu suis les différentes équipes du football amateur, il y a énormément de recours qui d'ailleurs, ça va bientôt se traiter ces recours. Hein. Oui, les clubs passent mercredi 6 mai au CNOSF. Donc, il y a un collectif qui s'est monté et qui est défendu par Jean-Jacques Bertrand. Donc, à voir. Sincèrement, je pense pas que ça amène à grand-chose. Aujourd'hui, on n'a pas de classement. Le problème est là, en fait. On n'a pas de classement, donc ils contestent le procès-verbal du COMEX du 16 avril. Donc, ils vont contester les règlements qui ont été mis en place à l'arrêt des championnats. Donc, au CNOSF, ça a très, très peu de chances de passer. Après, il faudra voir quelle procédure ils vont mettre en route quand on aura les classements officiels que la fédération aura communiqué là-dessus. Attention, Jérôme, Jean-Jacques Bertrand est un très, très grand avocat. Il est aussi le conseiller de joueurs comme Ben Arfa, par exemple. Mais c'est surtout l'un des avocats qu'on apprécie, nous, en tout cas, au Variété Club de France. Non, mais je suis d'accord. Après, si tu veux, moi, j'ai regardé un petit peu le dossier et avec mon consultant juriste à la Sanley, on en a pas mal discuté. Aujourd'hui, ça paraît difficile dans le sens où, si tu veux, il n'y a rien d'officiel. Tant que la Fédé n'a pas dit qui montait, qui descendait. Aujourd'hui, ce ne sont que des projections. Ouais. Donc, même si on voit les classements en l'état, mais du moment où tu n'as pas un classement qui officiellement est publié par la Fédé, tu ne peux pas le contester. Donc là, contester le PV du COMEX, moi, je pense sincèrement que ça n'aboutira pas. Après, les recours ne s'arrêteront pas pour autant. On sait qu'on en a pour plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, si je peux me permettre, s'il est conseiller de Hatem Ben Arfa, tout va bien là. On est tranquille. On est tranquille. Là, c'est vrai que c'est la meilleure référence. Tu vois. Non, mais je dis ça pour rigoler, bien sûr, messieurs. Bon, messieurs, on va s'intéresser au président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui est actuellement très attendu avec les différentes décisions. On sait que c'est délicat en raison, bien évidemment, de l'arrêt des championnats et certains clubs n'apprécient pas aussi ses déclarations ou encore son dernier édito. C'est le cas de Christophe Fauvel, le président de Bergerac, et il nous fait justement l'amitié d'être avec nous. Bonjour, président. Bonjour. Bon, alors, vous avez eu l'occasion de communiquer assez régulièrement par rapport à tout ce qui s'est passé, bien évidemment, là, depuis quelques jours, quelques semaines. Vous avez fait une dernière lettre ouverte. C'était il y a quelques heures maintenant avec, j'ai envie de dire, plusieurs reproches envers le président de la FFF. Parlez-nous-en exactement. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Noël Le Graët ? Alors, on va dire qu'il y a des reproches sur le fond et sur la forme. Sur le fond, on est tous, on fait partie d'un collectif de clubs de N2 qui fédérant la moitié à peu près des clubs de N2. Et toutes les données qu'on a remontées, les données économiques, montrent qu'un club de N2 aujourd'hui est une véritable petite et moyenne entreprise
avec des budgets, avec des CDI, avec des enjeux financiers importants. Et ces budgets sont montés progressivement au fil des années parce que la Fédération française de football nous impose des normes, nous impose des règlements, nous impose des règles qui nous amènent à cela. En temps ordinaire. Pourquoi? Comme quoi plutôt, justement. Expliquez-nous un peu pour ceux qui ne savent pas. Vous avez dans les labels que la Fédération française de football octroie ou n'octroie pas, vous avez des cahiers des charges. Et dans ces cahiers des charges, il est prévu que vous devez avoir un RTJ, par exemple, à temps plein. Il prévoit dans les évolutions qui étaient prévues, là, ça va, je pense, être repoussé ad minima, mais ça m'avait mis en colère aussi. Aujourd'hui, pour avoir une petite aide finalement de la Fédération française de football, celle-ci prévoyait qu'il faudrait que nous ayons des chargés de communication au sein des clubs, ce qui se fait globalement, mais pas sous contrat de travail. Ce sont quelquefois des bénévoles qui font ça pour le sein du club. Il faut des analystes vidéo, Alors tout ça, ça existe dans des clubs de National 2, mais pas sous forme structurée de contrat de travail. On n'en est pas là. On n'est pas un club professionnel. On essaie de tendre vers des méthodes professionnelles, mais nous n'avons pas encore les moyens. Bref, ce que je reproche à la Fédé, c'est dans une volonté de structurer les clubs, ce qu'on peut comprendre, ce qui est tout à fait légitime, elle nous a amené petit à petit à augmenter nos budgets, à embaucher en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, et qu'aujourd'hui, avec cette crise malheureusement terrible que nous vivons, eh bien, la FFF semble, sur la forme, en tout, déjà, on verra sur le fond à terme, mais sur la forme, dit, écoutez, l'argent, ce n'est pas très grave, il faudra revenir à des modèles plus vertueux, il faudra revenir à autre chose. Pourquoi pas, mais il ne va falloir pas oublier quand même qui nous a amenés là et qui doit accompagner ce retournement de situation. C'est comme une entreprise qui vit une perte de marché ou qui vit effectivement un grave cataclysme. Eh bien, il faut le temps de se retourner et il faut le moyen de l'accompagner. C'est ce que nous demandons au niveau de la Fédération française de football, qui manie en plus des chiffres de manière, je trouve, très pernicieuse. C'est ce que j'appelle mélanger des carottes et des navets quand elle parle du FAFA, le Fonds d'aide au football amateur, qui est issu donc du monde professionnel, mais qui finance essentiellement des investissements pour les clubs, pour les collectivités, pour l'exercice du football. Nous, ce qu'on demandons aujourd'hui, pour que nos clubs n'aient pas droit dans le mur, c'est des aides au fonctionnement donc, de nos budgets. Ouais, c'est important justement. Avant de passer la parole à Vincent, juste pour vous dire que vous avez terminé 3e du championnat de National 2 au moment où en tout cas ça s'est arrêté avec 13 points de retard sur 7 dans le groupe C de National 2. C'est vrai qu'on a reçu quelques présidents ou entraîneurs qui étaient soit satisfaits ou non de l'arrêt du championnat par rapport à des objectifs autres. Vous, c'est pas le cas et on tient quand même à le préciser. Vincent. Président, donc en fait, moi je n'y connais absolument rien dans les finances d'un club. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Et c'est pour ça que la question qui me vient un peu à l'esprit, puisqu'on a la chance de vous avoir aujourd'hui, c'est en fait, effectivement, les sponsors ont certainement arrêté de payer parce que la saison n'est pas terminée. Donc, il y a, comme vous le disiez, il va y avoir un manque à gagner pour faire vivre la structure. Mais vous, Bergerac, comme d'autres clubs de National 2, ça doit être un fonctionnement avec très peu de contrats fédéraux. Donc en fait, finalement, des joueurs qui sont plus payés à l'heure actuelle. Alors, vous savez, le contrat fédéral, c'est un faux-né. C'est un faux-né parce que dans nos statuts de club amateur, il y a 2 statuts de joueurs, des joueurs, comme vous le disiez, fédéraux, souvent des fédéraux à temps partiel d'ailleurs, parce que la réglementation nous permet d'en avoir comme ça. Mais les autres joueurs qui ne sont pas des joueurs fédéraux sont des joueurs dits amateurs. Et ces joueurs amateurs, ils ont un statut de contrat de travail, de droit commun, tout simplement. Donc, c'est aussi coûteux. Allez, il y a la cotisation au préciput, si on veut rentrer un peu dans le détail, qui n'est pas due dans le cadre d'un contrat amateur et qui est due dans le cadre d'un contrat fédéral. Mais pour un club ou pour un joueur, les charges patronales ou les charges salariales sont quasiment équivalentes, que vous ayez un contrat fédéral ou que vous ayez un contrat amateur. Donc, ce qui compte, c'est la masse salariale globale qui pèse sur les structures du club. Et aujourd'hui, il y a la masse des joueurs qui est la masse la plus importante, effectivement, mais il y a toute une organisation autour des clubs aujourd'hui, à travers la formation des jeunes, à travers l'administratif, à travers la finance, la comptabilité. Je peux vous dire, je suis passé ce matin, par exemple, devant la DNCG. C'est un organe, je peux vous dire que, je leur ai dit d'ailleurs, même dans des TPE ou des PME, il n'y a pas ce niveau d'exigence que la DNCG a avec des clubs en termes de précision, de tableau de bord et autres. Si vous n'avez pas autre chose que des bénévoles pour faire tourner ces tableaux de bord, vous ne savez plus faire. Et ça, c'est la fédération, c'est les exigences de la fédération. Donc, c'est très légitime, ça va dans le bon sens, ça tire vers le haut, mais tout ça, ça a un coût.
Donc, pour répondre en synthèse à votre interrogation, que ce soit un joueur fédéral ou de type amateur, il y a toujours un contrat de travail ou quasiment toujours un contrat de travail qui est attaché au joueur. Magnifique. Christophe, Moi, j'avais une petite question à vous poser, Président. J'entends tout à fait votre coup de gueule et j'aime beaucoup ce que vous rappelez là, c'est-à-dire que le foot amateur, c'est aussi et surtout des bénévoles qui s'engagent dans des clubs parce que le football, et on a eu tendance à l'oublier ces derniers jours, malheureusement avec les débats parfois un petit peu houleux, voire nauséabonds qu'il y a eu dans le football professionnel, c'est que le football a une mission sociétale, a une mission sociale, a une mission éducative et je sais que le club de Bergerac est bien évidemment engagé là-dedans. Moi, par rapport à votre coup de gueule d'hier, il y a quand même une question que j'aimerais vous poser, c'est que aujourd'hui vous dites pour que nos clubs continuent d'exister, par rapport aux exigences qui ont été mises en place par la DNCG, la Fédération française de football, il nous faudrait une aide financière de la part de la Fédé ou d'autres organes qui dépendent de la Fédé. Le souci, moi j'ai l'impression, pour bien connaître le championnat national et le championnat national 2, et un petit peu moins, mais le connaître un petit peu quand même le championnat national 3, c'est que pour des présidents comme vous, il n'y a pas d'économie aujourd'hui qui existe. Et quand on fait une critique plus largement du football français, en Ligue 1, un club gagne de l'argent en vendant des joueurs et en prenant des droits télé, par exemple. Voilà, la billetterie, par exemple, ne pèse pas pour grand-chose. Est-ce que pour le football amateur, et notamment ces 3 divisions nationales, et ça vous concerne directement, est-ce que plutôt qu'aujourd'hui demander de l'argent, il ne faudrait pas travailler avec la Fédération française de football pour créer un cercle vertueux, pour créer une économie, on va dire, pour ces clubs de national, réfléchir à, je sais pas moi, l'éventualité de droits de diffusion, par exemple, qui pourraient être revendus à des chaînes locales, qui pourraient enrichir un petit peu plus vos bourses et vous donner un petit peu plus de visibilité. Enfin voilà, réfléchir à quelque chose de différent, on va dire, où les clubs, qu'ils soient professionnels ou semi-amateurs comme le vôtre, ne sont plus dépendants toujours des mêmes ficelles. Et en temps de crise, on le voit et on le sent, c'est-à-dire qu'il faut que le football français doit changer complètement son modèle quelque part. Oui, mais vous avez raison dans l'approche. Tout ce qui peut être un dialogue constructif doit être privilégié. Sauf qu'aujourd'hui, les tendances lourdes de ces dernières années vis-à-vis de la Fédération française de football, c'est plutôt une tendance à imposer des choses qui coûtent plus cher. Vous donniez un très bon exemple, celui de la diffusion des images des nationales 2. Je pense que c'est un vrai sujet et nous, on y a beaucoup réfléchi. On a investi, par exemple, au niveau du club sur tout un matériel où on retransmet nos matchs à domicile, à l'extérieur, avec un commentaire, comme vous le faites d'ailleurs pour la chaîne officielle. Mais aujourd'hui, nous, on a plus une menace là-dessus de la Fédération française de football. On se dit, oulala, déjà, si on passe en N1, bon, on sera ravis, mais ça, il faut oublier parce qu'on sera dans la moulinette. Alors, on aura une enveloppe de droits TV qui ira avec, mais qui n'est pas assez importante, mais qui existe. Mais en N2, on se dit, oh là, on va nous piquer ces images, alors qu'aujourd'hui, on a un petit modèle économique qu'on essaie de monter en faisant payer quelques annonceurs sur les images vidéo. Si demain, la fédération nous récupère, ça sera un moins et non pas un plus. Donc, autant sur le fond, je valide complètement votre réflexion. Je suis chef d'entreprise dans l'âme et je sais qu'il faut aller chercher des ressources, il ne faut pas jouer les pleureuses et ce n'est pas mon style. Mais aujourd'hui, ce qui est violent, c'est que la constitution des budgets des clubs amateurs, les 2 grosses masses positives, c'est les sponsors privés, voire les sponsors publics quand on habite certaines régions en France. Et là, il y a déjà une très, très grande disparité entre les clubs du Sud-Est qui ne sentent pas agressés dans mes propos, mais qui sont des clubs souvent un peu municipalisés, avec de très, très grosses subventions qui font quelquefois deux fois le montant des subventions, le montant des budgets globaux que nous avons. Voilà, c'est juste énorme. Et ça, ce que je dis là, c'est attesté par la DNCG, c'est attesté par n'importe qui. Ou alors des clubs, Bergerac en faisait partie, qui avaient un gros parterre de sponsors privés qui représentent 2/3 du budget. Ces 2/3 du budget, aujourd'hui, ils vont s'écrouler complètement à cause de la crise. Et moi, je crains énormément l'année 2021, parce que aller voir aujourd'hui des entreprises pour leur tendre la main, c'est limite indécent parce que, 1, elles ne sont pas ouvertes. 2, quand elles vont rouvrir la semaine prochaine, peut-être pour certaines, je crois qu'elles auront autre chose à penser que le football ou le sport amateur ou le mécénat, quoi qu'il arrive. C'est ça qui m'inquiète et c'est là où je trouve que la Fédé ne joue pas son rôle d'accompagnement. On ne peut pas faire la manche, on veut juste ne pas se casser la figure. Pardonnez-moi, je ne serai pas plus vulgaire.
Mais Justement, justement, président, président, pour aller juste dans la suite de ce que dit Manu, c'est que là, avec ce que vous me dites, c'est vrai que les solutions, en tout cas évoquées par Manu, semblent compliquées à mettre en place. Mais c'est quoi finalement? Quelles sont les solutions qui sont possibles pour qu'aujourd'hui, par exemple, votre club, à l'avenir, et on l'espère pas, bien évidemment, qu'il y ait de nouveau une pandémie, qu'il y ait de nouveau une crise comme on vit actuellement, mais qu'il y ait moins de soucis, en tout cas, que l'impact soit moins important. Alors, il y a des solutions, il y a deux types de solutions, vous savez, pour soutenir quelconque activité. La première, c'est de l'aider en donnant des subventions plus ou moins importantes qui vont permettre d'amortir un peu le choc. Aujourd'hui, en filigrane, quand on lit les messages que Noël Le Graët annonce, il est en train gentiment de nous expliquer comment on va en avoir besoin, mais comment il va falloir s'en passer. Voilà, j'espère me tromper, mais moi, la lecture que j'en ai, c'est celle-ci. Donc ça, c'est pas très positif. Donc, deuxième solution, quand on n'a pas de quoi, si la Fédération française de football, je l'apprends d'ailleurs à cette occasion, est si pauvre que ça, eh bien, si la Fédération est si pauvre, il y a un deuxième axe de solution pour soulager les clubs, c'est arrêter pendant une année au moins de les ponctionner, de les prélever sans arrêt pour des frais techniques, des frais d'arbitrage, des frais de délégués, des frais d'inscription, de licence et autres. Je peux vous dire qu'un club comme Bergerac, qui a un budget autour de 1,3 million, il y a environ 120 à 130 000 euros par an de frais versés à la Fédération française de football, à la Ligue et au district. C'est-à-dire 10% du budget qui va nourrir les instances. Eh bien, si on ne peut pas donner de l'argent pour accompagner les clubs, eh bien, gelons au moins pendant un an tous ces prélèvements. La Fédé fera un peu d'austérité, elle aussi, excusez-moi de le dire de manière aussi directe, mais en tout cas, ça pourra au moins aider les clubs, soit pas de gagnant plus, mais en dépensant moins, ce qui reviendra exactement même sur le budget. Manu. Président, moi, la petite question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que le problème, il n'est pas un petit peu plus large? Je vais être plus clair, vous allez comprendre. C'est-à-dire, la question, est-ce que ce n'est pas l'importance du football dans la société française et en France et l'importance qu'on veut bien lui donner? J'ai écouté, moi, le Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière, qui a dit que la priorité, ce n'était pas de reprendre les compétitions de football. Quelqu'un d'assez curieux, donc je vais voir un petit peu comment ça se passe dans d'autres pays. Je vois qu'en Allemagne, je vois qu'en Italie, je vois qu'en Angleterre, on en a fait une priorité en temps de confinement parce que, on l'a dit, le football a un rôle sociétal, éducatif et social. Je vois par exemple, alors après, on est pour, on est contre, je suis pas là pour parler politique, mais un président comme Donald Trump qui a expliqué aux États-Unis que les sports devaient absolument reprendre, même en temps de confinement, parce que quelque part, ça allait apporter aussi du courage aux populations et que ça allait les aider aussi quelque part à rester chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui en France, pour sortir tout l'abattage d'aides dont vous venez de parler, avant que toutes ces subventions soient votées et qu'elles soient distribuées, est-ce qu'il ne faudrait pas placer le débat du foot en France et arrêter peut-être de minorer aussi l'importance du football en France? Oui, vous avez raison, c'est quand même un enjeu sociétal important. On peut parler du foot, mais du sport en général. Le foot, bien sûr, occupe une place particulière de par son positionnement, son nombre de licenciés, sa popularité. Mais vous avez raison, c'est un débat beaucoup plus large qu'il faudrait avoir. Et encore une fois, si nous sommes obligés de passer de statut amateur à très, très amateur, parce que les finances vont nous faire défaut, eh bien, il va falloir juste que la Fédération française de football relâche un peu sa pression et considère des clubs comme des associations avec leurs points forts, leurs points faibles. On n'aura pas des financiers, on n'aura pas des gens du social pour nous accompagner et nous aider à nous protéger contre les contrôles URSSAF, contre les contrôles fiscaux et autres. On deviendra très, 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 très amateur et il faudra arrêter de faire de l'élitisme. Voilà, c'est en ça que je dis que la Fédé, pour moi, est coupable. Elle est dans la position d'un franchiseur qui s'est un peu trop ingéré dans les comptes de ses franchisés. Et aujourd'hui, elle a une responsabilité là-dessus parce que c'est elle qui nous a accompagnés, c'est elle qui nous a amenés dans une démarche très vertueuse qu'on peut louer, mais aujourd'hui qui nous met tous dans la panade. Donc, sortons-en ensemble ou sinon, nous n'en sortirons pas ensemble aussi. Et c'est un problème uniquement de la Fédé dans ces cas-là, ou est-ce que c'est pas un problème, je vous dis, plus étatique, plus global, où à un moment donné, la Fédé, elle applique aussi des consignes, on va dire, ministérielles, elle dépend directement du ministère des Sports. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un lobbying, on va dire, football, qui soit plus important en France? Si, mais encore une fois, je crois que là, c'est peut-être un problème de représentativité au sein de la Fédé, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas directement aux
au ministère, hein, c'est la Fédé qui est notre interlocuteur. Mais aujourd'hui, le monde amateur, je le disais tout à l'heure, 2,2 millions de licenciés. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient très, très bien représentés au sein de notre Fédération française de football. Je ne suis pas sûr que si chaque président de club en France avait un bulletin de vote entre les mains pour les prochaines élections, je ne sais pas si M. Le Gret serait réélu demain. Je peux même affirmer le contraire, parce que la masse ne se reconnaît pas dans certaines décisions. Parce que vous avez raison, c'est à la fédération d'aller plaider ça prioritairement auprès du ministère des Sports et de la Jeunesse, parce que c'est un problème éminemment sociétal. Mais de toute façon, Manu, pour aller finalement dans la continuité, est-ce que le foot a une belle image aussi en France? On est tous en train d'applaudir l'équipe de France quand on gagne la Coupe du Monde en 2018, mais par contre après, on va dire qu'on tape juste dans un ballon de football, en tout cas que les joueurs tapent juste dans un ballon de football pour gagner des millions d'euros, et on n'aime pas forcément Mbappé dans ces moments-là, mais par contre on l'apprécie quand il marque des buts en finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'était un petit coup de gueule, vous en faites ce que vous voulez. Vincent. Oui, Président, en fait, là, c'est vrai que pour aller dans votre sens, pardon, et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, encore une fois, les finances d'un club de National 2, un championnat qui se professionnalise du coup de plus en plus. C'est vrai que moi, ma dernière saison de joueur en National, c'était en 2001. On évoquait un budget, c'est pour ça que ça me faisait sourire quand j'ai entendu le montant de votre budget. Quand en national, en 2001, on disait qu'un budget d'1,5 million, 1,6 million, on tenait la saison. Là, 19 ans plus tard, en fait, vous nous dites qu'avec un budget de 1,3 million en National 2, vous aurez certainement du mal à joindre les deux bouts. Alors oui, et comment dire, 1,3 million, c'était cette année. Je ne vous parle pas du prévisionnel de l'année 2021, mais vous avez raison de le souligner. Moi, quand j'ai pris la présidence de ce club en 2005, Bergerac, certes, on était en division d'honneur à l'époque, mais j'ai démarré un budget à 160 000 euros. Voilà. Et on l'a gravi au fil du temps, tranquillement, mais j'ai vu une évolution, comme vous la voyez, vous, avec vos 20 ans de recul. Moi, en 15 ans aussi, je vois une évolution en tant que dirigeant. La somme d'exigences qui est demandée et le professionnalisme qui est demandé à tous les niveaux, sportifs, administratifs, financiers, mais tout ça, c'est super, hein. On se fait plaisir et c'est des belles structures, sauf que ça a un coût. Et la crise qui nous frappe de plein fouet, elle bouleverse ce modèle économique. Donc, soit on décide de l'abandonner complètement et on passe à autre chose, soit on l'accompagne le temps qu'elle puisse se restructurer un tout petit peu. C'est mon avis. Jérôme, avant Manu. Pardon. Ouais, bonjour Christophe. Justement, on a déjà eu la discussion ensemble, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui peut-être réduire le nombre de clubs en National 2, National 3, aller vers un modèle un peu plus élitiste et semi-pro sur ces divisions-là, ce qui renforcerait d'ailleurs la base avec éviter d'avoir des championnats régionaux qui deviennent pour certains plus trop intéressants, mais que la Fédé puisse aider moins de clubs, mais avec une meilleure structuration et un meilleur niveau. Si, je crois que tu as parfaitement raison, Jérôme, on a eu l'occasion d'en parler. Cette dernière réforme qui a été faite n'a pas été du tout dans ce sens et aujourd'hui, c'est un facteur de plus qui aggrave la situation parce que nombre de clubs N3 et ce championnat N3, à part la moitié de haut de tableau, on va dire, ce n'est pas un véritable championnat fédéral. Je pense qu'on est sur du supra-régional, on va dire ça comme ça. Et de fait, la galette, elle est trop importante à partager. Et ce qui est dommage, c'est que lorsque cette réforme a été faite, on nous l'a vendu à l'époque, les clubs, en disant mais justement, on va resserrer les championnats nationaux. Et alors, ça va être dur parce qu'il y a une année où il y a beaucoup de clubs qui vont descendre. N'ayez pas trop peur. Mais par contre, ça vaut le coup de prendre le risque parce qu'au moins, la somme qui vous est allouée, vous serez moins à vous la partager. Ça va augmenter les dotations de chacun. Et ça a été transformé petit à petit en une réforme où on a vu finalement plus de monde. Et en plus, on nous a dit ah oui, mais la somme qu'on vous donne, maintenant, elle n'est pas automatique. Il faut que vous ayez un label pour ça. Et ce label, il y a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il prévoit tout un tas de normes que je vous ai édictées rapidement tout à l'heure. Et si vous n'êtes pas dans les normes, eh bien, écoutez, monsieur, vous n'aurez pas votre subvention. Donc, ça a été quand même très, 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 très ambigu, la précédente réforme. Et je crois effectivement que si on veut s'en sortir, même si ça va peut-être sportivement être difficile, mais il faudra restreindre le nombre de clubs fédéraux parce que sinon, on n'y arrivera pas. Manu.
Moi, j'ai entendu votre cri du cœur et vous avez raison de le faire. Cette émission, elle n'est pas là, je le rappelle, hein, pour créer de la polémique là où il n'y en a pas. Cette émission, elle n'est pas là pour brocarder, on va dire, un organisme plus qu'un autre, mais elle est là pour donner la parole au monde amateur et vous en faites partie. Moi, il y avait une chose quand même que je voulais rajouter à votre intervention tout à l'heure sur les charges et aujourd'hui, les obligations, on va dire, que la Fédération française de football vous demande de remplir. Il ne faut pas non plus oublier, et moi, je sais que je suis un jeune journaliste, hein, j'ai commencé ma carrière en 2012-2013 sur le national. Je me rappelle avec Vincent, quand on a commencé à travailler sur ces divisions-là, que chaque année en national, parce qu'il y avait un cadre, on va dire, qui était peut-être un peu trop permissif, eh bien, il y avait des clubs qui terminaient dernier, mais qui se faisaient repêcher chaque année parce que, eh bien, il y avait des passages à la DNCG qui étaient très douloureux et qu'on disait que les clubs de National et de National 2 n'étaient pas assez structurés. On se rappelle du cas Luznac aussi également, qui sportivement avait validé sa montée en Ligue 2 et qui malheureusement d'un point de vue structurel et pour d'autres raisons on n'y reviendra pas mais n'a pas pu monter justement vers l'élite et on se rend compte que depuis quelques années oui c'est vrai que ce système il est de plus en plus élitiste mais en même temps on a de moins en moins ces cas de figure là qui quand même portaient préjudice et à la Fédé et au foot français et à ces trois divisions, puisque quelque part, le résultat sportif, à la fin, ne conditionnait pas ni la montée ni la descente. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a un bon système à partir de là? Même si je comprends qu'aujourd'hui, en période de crise, toutes ces obligations pèsent énormément sur votre budget, sur la santé financière de votre club. Oui, mais vous avez raison de le souligner. Moi, je ne suis pas non plus un va-t-en-guerre. Je ne suis pas là pour faire la polémique parce que je suis suffisamment anxieux sur l'avenir pour passer de l'énergie là-dessus. Mais néanmoins, moi, je suis le premier à dire, et je vais dans votre sens là-dessus, toute la structuration de la Fédération française de football, même si par moment, ça gratte un tout petit peu parce qu'il y a des formes qui ne sont pas trop mises, ça va dans le bon sens. Sauf qu'à un moment donné, on est sur une crise. On est sur un moment structurellement qui va être difficile à passer. On attend quand même de la part d'une Fédé qu'elle nous accompagne. Moi, je ne suis pas en train de vous dire effectivement que tout ce qui a été fait par la Fédé, c'est de la merde et qu'il faut balayer ça de revers de la main parce que très franchement, il y a des gens en plus très, très compétents à la Fédération française de football, à la direction des compétitions, qui sont toujours à l'écoute, qui sont quand même là pour nous écouter, nous rendre service. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques cadres dans tous les services qui ne sont pas là pour servir les clubs. Ils sont là pour imposer leurs normes et autres. Bon, c'est ainsi. Moi, je suis un légaliste. Il y a des normes, il y a des règles. On les respecte, vous avez raison. Mais aujourd'hui, je le redis, on est sur un moment éminemment compliqué. J'attends que la Fédé se penche un peu sur notre cas. Je le disais à Vincent tout à l'heure, soit en accompagnant avec des aides financières très concrètes et significatives, soit en nous enlevant des charges pendant une année de manière exceptionnelle pour qu'on puisse reprendre un peu d'oxygène, car je m'attends à une très, très grosse chute des sponsors privés. Bon, on va terminer ensemble, président, mais justement, avoir votre avis, parce que justement, vous êtes président d'un club de National 2, à savoir celui de Bergerac, on tient à le rappeler. Cette année, vous étiez avec les réserves de Saint-Étienne, de Montpellier et de Nantes dans ce championnat. Est-ce que vous verrez d'un bon œil la création d'un championnat pour les réserves? Et puis également, on en parle de plus en plus d'une Ligue 3. Est-ce que ça peut être des solutions qui peuvent être assez intéressantes pour le développement du football français? Alors, très sincèrement, la Ligue 3, j'y crois beaucoup parce que ce niveau N1, je ne l'ai pas encore connu malheureusement, mais il me semblait éminemment compliqué d'un point de vue financier. Tout ce que je peux discuter avec mes collègues, c'est le niveau idéal pour passer, mais ne pas y rester trop longtemps, quoi, en fait, et si possible être dans l'aspirateur de la Ligue 2. Après, le championnat que de réserve professionnelle, je trouve ça un peu dommage parce que c'est comme les championnats de jeunes nationaux. C'est des championnats très élitistes, très techniques, très rapides, mais en fait, on ne s'aguerrit pas au véritable football qui attend les jeunes après. Et je trouve que de mettre que les réserves ensemble, on aurait cette même problématique. C'est pas la vraie vie du football. Les aguerrir à des équipes comme celles que nous sommes des autres clubs amateurs, qui ont des joueurs expérimentés. Je crois que c'est une très bonne formation. C'est ce qu'attendent les clubs pour former leurs jeunes. Et puis, c'est toujours au niveau du public, c'est toujours une belle fête que de recevoir une réserve professionnelle. Donc, ça fait partie aussi des charmes du football que de recevoir la S Saint-Étienne. Ça reste toujours les Verts, même si c'est l'équipe B, le FC Nantes, c'est toujours l'équipe B. Voilà, ça fait rêver nos supporters. C'est des belles affiches, ça fait un peu de billetterie. Enfin, quand on pourra en refaire, parce que je ne sais pas quand c'est qu'on pourra en refaire. Mais voilà, je trouverais dommage de les circonscrire sur une seule poule entre elles.
Ouais, et puis à guérir ces jeunes, à des bouchers qu'on retrouvera ensuite en Ligue 1 et en Ligue 2, ça aussi, ça c'est important. Il y en a quelques-uns dans le championnat national 2, national 3 aussi. Non. Bon, merci beaucoup en tout cas, président Christophe Auvel, président de Bergerac. On vous retrouve l'année prochaine, la saison prochaine en national 2 avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup, Merci, président. Christophe. C'est vrai, là. La dernière partie d'émission, on vous propose un petit format assez sympa. On va revenir sur la carrière d'un joueur. On va se poser la question de qu'est-ce qu'il est devenu finalement. Guillaume Lauvergne, qui a notamment joué à Mulhouse, à Nîmes ou encore à Beauvais, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon, vous vous connaissez plutôt bien, j'imagine, avec Vincent. Super bien, super bien. C'est... Soyez pas dépité, c'est pas grave. Non, mais au contraire, on a un peu le même sang en plus. on vient Vincent, de pas bon là-haut. souvenir. Ouais. C'est Oui, quelqu'un en fait, comme Guillaume dit, on a un peu le même sens, c'est que tous les deux, en fait, on est né à Calais, et puis surtout, on a tous les deux été gardiens de but. Ouais, ils sont C'est vrai. un peu fous tous les deux, hein, on peut le dire, les gars, quand même. Et alors, moi, je il sais est pas. plus que moi, lui. Moi, je sais pas, Guillaume, j'ai refait avant cette interview un petit tour de la presse à l'époque où tu étais joueur. Et je sais que du côté de Beauvais, notamment, t'as pas laissé les gens indifférents avec tes tenues extravagantes. Alors, je sais pas si celle de Vince dans les buts était aussi extravagante que les tiennes, mais il paraît que c'était une de tes particularités à l'époque. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien, ouais. J'ai même un petit truc où les joueurs se foutent un peu de ma gueule parce que il fallait absolument que les gants suivent avec le maillot, que ça suive avec les chaussures. Et comme à cette époque, les couleurs un peu vives, c'était pas trop à la mode, le rose, et c'était Jérémy Janot qui était à fond dans ce genre de tenue. Moi, je m'amusais à peindre mes gants. Donc, tu vois, alors ça, c'était. Alors, le plus drôle, c'est que c'était avant les matchs quand même, tu vois. Donc, ça, les coachs l'ont jamais su, mais bon, ça m'a pas empêché de faire des bons matchs quand même. Hein. Voilà, donc oui, c'était assez mode. Justement, est-ce que, parce qu'apparemment, on dit qu'il y a une couleur un peu fluo pour le gardien, l'attaquant a plus souvent tendance à tirer justement sur le gardien. Est-ce que c'est vrai finalement? Franchement, j'ai déjà entendu ça, mais moi, je sais pas. Ouais, il est possible que c'est du sens, mais je dirais plus c'est ce que tu dégages en fait. À mon avis, quand tu es dans le but, un gardien de but dégage du charisme, il dégage une personnalité. Et quand l'attaquant est face à lui, je pense qu'il y a une espèce d'aura qui fait que c'est plus ça. C'est plus ça qui va le déstabiliser. Alors, la couleur doit certainement jouer aussi, mais ça, faudrait faire des analyses scientifiques. Justement, qui a le plus de charisme entre Vincent et vous, quoi? On est pareil. Je peux pas. Non, on est pareil. Moi, Vincent, ce qui est dingue, c'est que je trouve qu'on a eu la même carrière un peu et on a le même profil de joueur, même profil d'homme aussi. Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, qui j'ai un grand respect parce que c'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est très rare dans ce milieu, hein, qui a pas de problème d'humilité, hein, et qui parle avec son cœur. Et ça, bon, voilà, ça fait pas toujours bonne chose, mais bon, moi je trouve que c'est bien d'être comme ça parce qu'on appelle ça être une bonne personne. Ouais, Manu. Justement, Guillaume, on t'a invité aujourd'hui pour parler de ton après-carrière, de parler de ton après-carrière et notamment de cette école de foot que tu défends bec et ongles et où tu souhaites emmener soit des garçons qui ont été oubliés par ce système de formation à la française ou tout simplement des garçons qui sont dans le foot amateur et à passer cet échelon pro. On parlait de comparaison entre ta carrière et celle de Vincent. Ce qu'il faut dire concernant la tienne, c'est que tu es quand même passé de la DH à la L2 en quelques années. Ton premier contrat pro, à différence de Vincent, tu l'as signé toi plutôt sur le tard. Je crois que tu avais 24 ans à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire que ton parcours de footeux t'a vraiment servi, on va dire, de révélateur au moment de te projeter sur ton après-carrière et de monter notamment cette école-là? Mais déjà, je jouais en district. Quand j'avais 18 ans, je jouais en première division de district pour jouer à 29 ans en Ligue 2. Et mon premier contrat pro, je l'ai signé à… C'est Louan Cuiseau, donc ça va peut-être pas parler à certains, mais c'était encore des années où c'était pro. Et je le dois à Alain Ravera, qui était quelqu'un de très, très bien et qui m'a donné ma chance parce qu'il voulait m'aider. Et ensuite, ce que j'ai appelé mon véritable contrat pro, c'est celui de Nîmes, où en effet, c'était à 29 ans. Donc, entre le district et la Ligue 2, il y a eu, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu toutes les divisions. Donc, j'ai fait district, j'ai fait PH, j'ai fait DHR, j'ai fait DH, j'ai fait CFA2, CFA1,
National 1, Ligue 2. Alors, le crevard, le lâche-rien qui s'accroche à tous les barreaux de l'échelle parce que je ne fais pas partie de ces joueurs qui étaient en centre de formation. Je ne fais pas partie de ces joueurs qui avaient du talent. Je faisais partie de ces joueurs qui travaillaient. Voilà. Et il y a une chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'avec le travail, on réussit toujours à faire quelque chose. Et c'est pour ça que, en ayant eu cette expérience de carrière, je me suis dit, j'ai vu plein de joueurs, en fait, j'ai croisé plein de joueurs qui avaient des qualités. Vous le savez comme moi, je veux dire, c'est dans le milieu du football, sur les 2 200 000 licenciés, il y a des très très bons joueurs partout. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre certaines choses. Et pour moi, l'idée, c'était de se dire, je vais me servir de mon expérience pour les aider. Et l'idée, c'est pas d'aller chercher de nouveaux talents de demain. Je suis vraiment pas dans ce délire-là. Il faut vraiment qu'on se comprenne. L'idée, c'est de dire, on a tous le droit à une chance, d'avoir une opportunité, donc d'avoir de la visibilité pour ça. Et ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que j'avais fait des détections. Pendant un moment, c'était un peu mon dada. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait aller plus loin parce qu'on a aussi des joueurs qui ont besoin d'être cadrés et d'être cadrés différemment. J'ai été aussi entraîneur, ça aussi pour la petite histoire, j'ai été entraîneur au Paris Saint-Germain, au centre de formation. Alors, pour le mec de district, je finis au PSG entraîneur passant par la Ligue 2, c'est un vrai braquage. C'est vraiment là. T'aurais dû finir joueur là-bas. T'aurais dû finir joueur d'ailleurs. Ta carrière aurait dû être plus longue et t'aurais dû finir 3e gardien au PSG. Ouais, je ne sais pas comment tu sais ça, mais c'est une. Putain, ouais, t'es bon, toi, parce que celle-là, elle est restée dans la famille parce que j'ai pas trop ébruité. Quand je me suis fait carotte, j'ai dit, il faut pas trop que ça se sache. Mais non, ouais, j'ai eu le droit pendant un mois à Alain Roche au téléphone, etc. Et puis, bon, il a perdu mon numéro 2 jours avant qu'on signe. Mais je peux comprendre, il a changé de téléphone. Et en fait, ça s'est pas fait. Après, je rigole parce que c'est le milieu qui est comme ça. Et puis, c'est pas très grave. Mais oui, en effet, j'ai failli être 3e gardien au Paris Saint-Germain. Donc là, ça aurait été le top du top dans la finition. Mais le truc, en fait, c'est vraiment pour avoir vu ce que j'ai vu au centre du PSG, de voir tous ces joueurs qui sont dans un système pro qu'on a formaté, très clairement, on les a mis là-dedans, où ils sont pas en phase avec la réalité. Pour moi, ils ne sont pas du tout en phase avec la réalité de la vie, la réalité du monde, où ils pensent tous que ça y est, c'est fait. Ils sont dans un club pro, ils vont réussir. Alors, en plus, c'est le PSG à l'époque. Donc, c'est encore pire. Ça veut dire qu'un gamin qui n'a même pas fait un match en CFA, il sort de là-dedans, il dit, moi, si je suis minimum en Ligue 2, sinon je vais nulle part. Bon, déjà, tu as tout compris. Et le problème, c'est que souvent, ils se finissent perdus dans la nature. Ils essaient de se raccrocher à des clubs, mais au-delà du football, leur vie ne se construit pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de travail, ils ne font pas de formation, parce que la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, à un moment donné, c'est aussi de travailler, c'est aussi d'aller se former dans quelque chose et de continuer sa vie. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer un peu mon centre de formation, avec mes idées à moi, en fait. À savoir, t'aimes le foot, t'as des rêves, il faut y croire. Quand je dis, il ne faut pas faire rêver les gamins, moi je dis, si, il faut les faire rêver. Et il faut avoir envie de rêver, parce que sinon on se fait chier. Si on ne rêve pas, on se fait chier. Donc, il faut vraiment mettre ça en place, mais leur faire comprendre qu'il y a une réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est le travail. C'est les mecs qui se lèvent le matin pour aller soit à l'usine, soit dans leur commerce. Ça, c'est la vie. Le foot, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est magnifique. Si tu deviens pro, tu en fais ton métier, c'est le top. Mais il faudra être vigilant quand même parce que ça ne va pas durer 1000 ans. Et à côté de ça, par contre, tu peux aussi peut-être faire une carrière comme moi j'ai fait, aussi, en début de carrière, comme Vincent a fait, où tu peux être dans un club, t'éclater, mais avoir un travail à côté et être dans un environnement en fait plaisant, mais sécurisé, où tu travailles, tu joues au foot et tu es content. Et puis pour le top du top, d'être professionnel. Et l'idée, ça a été donc de faire une école sous ce format-là, en recrutant des jeunes et en leur disant, voilà, venez t'as envie de rentrer dans un centre de formation, très bien. Moi, le mien, il t'accueille, tu rentres dans ce centre. Par contre, tu vas respecter, on va te formater dans ce système-là, où tu vas t'entraîner tous les matins comme un pro, pas de problème. Le reste du temps, tu auras 2 options. L'école, ça, on a des profs, nous, on utilise le CNED, et on a embauché des profs qui les accompagnent, par contre, avec les cours du CNED, parce que seul,
avec le CNET, il faut dire ce qui est, c'est très compliqué. On le voit avec le confinement, c'est 8% de décrochage. Nous, c'est 0% de décrochage. Même le prof à distance, c'est toujours avec eux. Donc, on a 2 profs pour 15 élèves. Donc, forcément, ça aide. Donc, le reste du temps, ils sont en cours. Et pour ceux qui ont plus de 16 ans et l'école, c'est plus leur délire, c'est contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire du foot le matin, mais l'après-midi, ils vont en entreprise. Tu ne peux pas rester à rien faire. Ceux qui sont à l'école, ils finissent au bout de, ils ont 13, 14 ans, ils ont la chance d'être vus. Il y a un club pro qui va se dire, tiens, il m'intéresse, je vais le prendre. Très bien. Alléluia. Tu vas peut-être réaliser un rêve, c'est génial. Mais par contre, on garde l'œil sur le joueur. Et je précise pas pour être dans la gestion de carrière, parce que je ne suis pas agent et je ne le serai jamais, chacun son métier, mais plus pour l'accompagner et essayer de le guider pour éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre, que d'autres ont pu commettre, et qui continueront à commettre d'ailleurs, avec un environnement, je trouve, malsain, qui ne les arrange pas. Et nous, on est plus conseilleurs. Moi, je suis conseillère vis-à-vis des parents, par exemple. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent comme ça. Guillaume, qu'est-ce que je dois faire, quoi? J'ai un club pro qui m'appelle, mon fils, il est en telle classe. Je dois faire quoi, etc. Donc, on a notre école a ce système-là. Et à ça, je rajoute la petite note personnelle où j'étais le mec le plus en retard de la planète quand j'étais joueur. Je demandais à Régis Brouard, je pense que s'il a pu me taper, il me l'aurait fait. Très clairement, il l'aurait fait. Et je m'en veux parce que c'est lui qui m'a donné la chance et j'étais un sale con et j'arrivais en retard tout le temps. Je faisais mon rebelle. J'avais ma grande gueule et franchement, je le regrette. Et quand on vit, on regrette toujours. Mais l'idée, c'était, avec nos jeunes, c'est de leur apprendre à respecter ces règles, donc d'arriver à l'heure, de se lever à 6h45, de faire ta piole, de croiser ton entraîneur, de dire « Bonjour coach, merci coach », tout ce que nos parents nous ont appris, mais ce qui s'oublie un peu quand même, et d'avoir, au-delà d'avoir des footballeurs, d'avoir des jeunes avec des valeurs de respect, mais vraiment obligatoire, imposé, où il n'y a pas de téléphone, où le soir, il n'y a pas de télé, ils lisent des bouquins. Alors ça m'a choqué plus d'un aussi. J'ai pas envie de m'appeler, mon fils m'a demandé un bouquin, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va France changer. Football, c'est pour ça. C'est France Football, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Vincent, il voulait réagir justement par rapport à ce que vous dites. Ouais, non, juste simplement, Guillaume, alors effectivement, ton centre de formation, entre guillemets, effectivement, il peut offrir la chance à des joueurs qui n'ont pas été vus plus tôt. Mais justement, la difficulté pour toi, parfois, est-ce que c'est pas justement le fait que certains, en fait, te prennent pour leur messie, en fait, et que le fait qu'ils soient avec toi, ça y est, ils vont signer un contrat pro? Le problème de tout ça, c'est comme les détections. Alors, très souvent, c'est pas le problème, c'est pas les joueurs, c'est plus les parents. Où ils pensent tous avoir le futur Ronaldo. Et puis, c'est plus les parents qui poussent les enfants à devenir Ronaldo, d'ailleurs. Mais en effet, le souci de ce genre de structure, où je me répète, la différence entre ma structure et d'autres structures qui existent, c'est que nous, il y a de l'éducatif, il y a de la valeur républicaine importante, il y a un soutien énorme du ministère du Travail, du ministère des Sports. J'ai travaillé pour l'avoir, celui-là aussi. On fait des actions sociales. Les gamins, ils ont des actions civiques obligatoires toutes les semaines avec les hôpitaux, avec les gens démunis, avoir la vraie vie, quoi. Se dire, voilà, pour leur donner des valeurs. Donc, le problème, c'est que quand ils rentrent dans des structures comme ça, en effet, oui, il y a des parents qui se disent, bon, il rentre chez toi, il va devenir pro, quoi. Grâce à toi, il va devenir pro. Non. Il vient chez moi pour travailler. Donc, nous, on te met dans les meilleures conditions pour travailler. Tu t'entraînes tous les matins. Putain, ça, c'est déjà le truc que tu fais en te levant, c'est que tu rentres sur un terrain de foot. Tu es obligé de vivre la vie avec le sourire. Tu es obligé de respirer le matin avec la joie. Tu es sur un terrain de foot, bordel. Donc, ça, déjà, ça te met un truc en plus. Ensuite, pour réussir, il faut travailler. Et nous, on te donne les moyens de travailler. J'ai des éducateurs qui sont géniaux. J'ai des surveillants qui sont géniaux. J'ai des profs qui sont géniaux. Il y a toute une structure autour de ça qui leur permet de travailler. Maintenant, ta vie, c'est toi qui la gères. Le terrain, moi, je ne sais pas frapper dans le ballon à ta place. Mais ça ne s'arrête pas là. Si, et ça, c'est hyper important, si le comportement ne va pas, si l'attitude ne va pas, c'est mort. C'est mort, c'est grillé. Je refuse, moi, qu'un joueur puisse être même le meilleur des joueurs. Une fois encore, c'est ma politique. Je refuse qu'un joueur très très bon
puisse être privilégié qu'un joueur moins bon, mais avec un très bon comportement et une attitude. Je préfère ce joueur-là. Parce que dans le temps, ça tiendra. Et un gamin, pour moi, qui n'a pas l'attitude, le comportement, c'est une question de temps. Il va falloir 2 articles de presse où c'est Jésus, c'est terminé. La tête, elle fait ça, 8 agents, il ne parle plus à personne. Et on l'a vu avec des grands joueurs, dans des grands clubs, hein, d'ailleurs. Donc voilà, donc, en effet, je peux être considéré comme ça peut être vu comme ici, mais moi, je mets tout le monde d'accord d'entrée. Je dis non, je ne suis pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'utiliser mes expériences et d'avoir un peu ce monde, pas idéal, mais de dire, je crois que ça fonctionne comme ça. Pour moi, le meilleur fonctionnement est plus celui-là, voilà, autour de l'attitude, des comportements et d'être dans les bonnes conditions pour travailler. Et puis même si c'est pas forcément ton but premier, tu as quand même des grosses satisfactions avec, on en a parlé au téléphone il n'y a pas longtemps, avec un joueur, avec un gardien de but, donc un comme nous, qui avait signé à Bâle. Oui, mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu as des mecs qui… Ah oui, parce qu'il y a quand même des mecs qui font quelque chose… Tu as le profil du joueur qui signe pro, qui rentre dans les centres de formation. Oui, il y en a. Le fameux gardien que tu cites, et ça, c'est ce que je trouve ça génial. Cette histoire, elle est géniale parce qu'il a 14 ans, il vient faire une détection chez moi. Véridique, hein. Bon, après, c'est mon métier. Il fait une prise de balle. Je dis, lui, il y a un truc. Une prise de balle. J'ai l'attitude. Dans le truc, je fais, il y a un truc. Je le vois, je vais voir son père. Je lui dis, laissez-le moi 6 mois. Je le fais travailler. Il est district. Je le fais travailler. Et s'il fait ce qu'il faut, je pense qu'on peut réussir à l'emmener un peu plus haut. 6 mois après, il signe au FC Bâle. Alors attention, il ne signe pas officiellement parce qu'il ne pouvait pas par rapport à son âge. Mais on a trouvé un système pour qu'il puisse s'entraîner avec eux, avec le centre de formation. Et je peux même dire les choses. C'est moi qui ai payé l'appartement en Suisse, à Bâle, pour qu'il puisse le faire. Ses parents n'avaient pas les moyens. J'ai pris un appartement en Suisse que j'ai payé moi-même. Il était dans cet appartement et il allait au FC Bâle pour s'entraîner. Il s'est entraîné. Et ce qui est marrant, c'est que juste avant ça, on a quelqu'un du district qui était venu le voir, les fameuses équipes district. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Je ne me souviens plus. Ça existe encore, ça, les équipes de district. Sélection, ouais. Oui, sélection. Qui lui avait dit tu devrais plus penser à l'école, c'est compliqué. Le foot, c'est pas ça. C'est peut-être pas ton avenir. Bon, voilà. On peut tous se tromper. Et en plus, il habitait à 10 km du stade de Reims. Et il a fini au FC Bâle. Et là, il a signé au RC Strasbourg. Bon, voilà, ça, c'est une belle histoire. Il a eu la chance, en effet. Moi, j'ai cru en lui, mais il y en a plusieurs des comme ça. J'en ai quelques-uns qui ont signé en Espagne. Mais après, j'en ai consigné avec clubs amateurs, de CFA2, même de DH. Là, j'en ai 2 qui ont signé en DH. Ils sont super contents. Ils ont passé le diplôme d'entraîneur. Ils encadrent des jeunes. Ils ont trouvé une voie. Ils sont importants pour le club amateur. Ils jouent avec peut-être le district le week-end ou la DH, mais au moins, ils sont importants dans le club parce qu'ils deviennent éducateurs. Et ça, Dieu seul sait qu'il en faut. Donc ça aussi, ça a du sens dans ce sens-là. Et enfin, tu as celui qui a trouvé un boulot. J'en ai 2, ils sont mis dans la restauration. Tu vois, et à la base, ils pensaient tous devenir professionnels. Ouais, je vais jouer en Ligue 1. Tu le sais, Vincent, tu sais qu'on est tous pareils. Quand on est genre, on veut devenir pro. Mais on ne se rend pas compte. On ne sait pas. C'est pas des montagnes, c'est l'Everest. C'est 1100 pros sur 2 200 000 joueurs. C'est pour ça que quand tu as la chance d'y être, il faut le respecter. Et en même temps… On connaît un des Manu. Oui, excuse-moi Max, mais en même temps, Guillaume, il y a 2 constats moi, qui m'intéressent chez toi et dans ta démarche. La première, c'est de dire que être professionnel, c'est un état d'esprit. C'est peut-être quelque chose qu'on ne répète peut-être pas assez, même dans les centres de formation professionnelle. Une attitude et un comportement. En France, une attitude, un comportement, comme tu l'as dit. Et je crois savoir aussi que tu as été un des premiers à vouloir mettre en valeur les profils du foot amateur qui étaient passés entre les mailles de la formation française. Je crois que tu avais monté une association qui s'appelait No Wave, je crois, il y a quelques années. À une époque aussi où tu avais des profils qui émergeaient en championnat national, des Ribéry, des N'Golo Kanté, des André-Pierre Gignac, des Mathieu Valbuena, tout un pan de joueurs qui, parce que le physique était comme ça ou parce qu'à un moment donné, leur corps n'était pas assez développé, on avait peut-être trop insisté sur le côté athlétique et pas assez sur l'intelligence de jeu et pas assez sur aussi également la technique. Et toi, tu as essayé de promouvoir aussi également ces garçons-là. Moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que je sais que tu restes très connecté et toujours en lien avec les terrains, est-ce que tu penses aujourd'hui que les profils à la Ribéry, à la Kanté, à la Gignac, à la Valbuena, et on pourra en citer plein d'autres, existent encore dans les championnats national 1, national 2, national 3?
Déjà, tu as raison, parce que ce que j'ai commencé, ce qui est marrant, c'est qu'entre ce que j'ai commencé à créer il y a quelques années, il y a eu d'autres trucs. Moi, je fais que, en fait, je prends un truc, ça n'a pas marché, j'essaie de le changer, et puis on modifie. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, ça donne l'impression que j'ai fait 1000 trucs, mais c'est pas que j'ai fait 1000 trucs, c'est toujours la même chose, en fait. Sauf que ça évolue. Et après, bien sûr, on y met un peu plus. On y met des marketing, du nom, etc. Pour revenir à ce que tu me dis, je veux dire, j'invente rien. Mais vous le savez comme moi, vous commentez des matchs, vous regardez des matchs. Pour moi, les entraîneurs, les sélectionneurs, il y en a en France, il y en a 60 millions. On a tous un œil pour voir quelque chose et on a tous vu un bon joueur sur un terrain. Tous. Et même en district. Quelle est la différence entre un joueur d'en bas et un joueur d'en haut ? Déjà, pour moi, comme tu l'as dit, être professionnel, c'est un comportement. Tu peux être professionnel en district. Au lieu de faire le con, eh ben tu arrives avant, tu t'entraînes plus et c'est toi qui vas sortir du lot. Et c'est déjà un état d'esprit. Et ces joueurs-là, il y en a plein. En national, une, deux ou trois, et même en dessous, même en DH, même en 10, même, je vais même aller plus loin sur des promotions d'honneur. Tu as des mecs, tu as le mec qui dit moi, qui est bon, qui a quelque chose, et qui en a rien à foutre. Je dis, de toute façon, je n'ai pas envie d'être pro. Tu as celui qui dit moi, j'ai pas envie de faire d'efforts. Moi, j'ai pas envie de m'entraîner tous les jours. J'ai pas envie de me taper la muscu. J'ai pas envie de manger du blanc de dinde plutôt que de boire une binouse. Je veux dire, non, mais c'est ça. C'est que ça. Hein. Tu t'inventes rien. C'est vraiment les mecs. Ils veulent pas rentrer dans le moule du monde pro. Mais après, tu le vois en Coupe de France. Tu vois bien les clubs qui sont rencontrent des clubs pro. Mais attends, après, c'est d'autres arguments. C'est comme moi, il y a des joueurs qui sont pros, on se pose aussi la question pourquoi ils sont pros. Donc, mais ça, après. Ça dans les deux sens. mais après, on ne s'invente rien. Je veux dire, on est tous on se ment, on sourit, mais on connaît la réalité du truc. On sait très bien que c'est pas si évident que ça, c'est pas si simple que ça. Il y a de très bons joueurs à tous les niveaux. Mais une fois encore, après, est-ce que demain, si je vois un très bon joueur de PH ou DH, est-ce qu'il va pouvoir suivre le rythme d'un club pro aussi ? Et quand j'ai signé à Nîmes, on m'appelait le gros. Hein. C'était pas pour rien. Hein. Non, mais le poids, il était là. 12 de VMA, on n'a jamais vu ça de notre vie en Ligue 2. C'est qui celui-là ? Je me suis fait insulter de tous les noms. Ah non, mais vraiment. Et moi, j'étais débile qui disait mais je suis gardien de but, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Je suis pas mieux de terrain, qui sont à la foot que j'ai une VMA de 18 ou de 12. Non, mon gars, t'es un pro. Un pro, il doit avoir une VMA. Un pro, il doit faire de la muscu, il doit avoir des abdos. Je m'en foutais, la bedaine. Je dis, mais quand je sors les ballons, je les prends ou je les prends pas ? Ouais, mais bon, c'est du genre mieux de les prendre quand tu as des abdos, alors en fait. Justement, voilà, pour rester un petit peu dans ce que justement disait Manu, c'est que on est depuis, allez, on va dire 2017 dans une génération Mbappé où on va commencer très tôt le football professionnel, même international. Et puis tout ce qui a été cité, les Mahrez, les Kanté ou autres, est-ce que finalement la mentalité des joueurs de foot aujourd'hui assez jeunes et même ceux qui n'ont pas réussi dans les centres de formation, parce qu'il y a des exemples de joueurs qui aujourd'hui jouent à Chelsea ou Manchester City, est-ce que la mentalité, ou au Barça par exemple, est-ce que la mentalité a changé de ces joueurs-là ? Oui, je pense qu'elle a changé, il n'y a pas de débat. Elle a changé avec la société, hein, très clairement. Les valeurs que Vincent a, je parle de Vincent en tant que joueur, que je pouvais avoir et que d'autres avaient avant nous. Je ne vais pas remonter aux anciens, hein, les JRS et compagnie, mais c'était déjà des valeurs qu'aujourd'hui il n'y a plus. Aujourd'hui, un joueur, t'es entraîneur, c'est comme à l'école, c'est pareil. Il ne faut surtout pas lui dire quelque chose. Si jamais tu lèves le ton, j'appelle mon agent, je me casse. Là, c'est tout un état d'esprit qui fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont, pour moi, c'est pour ça que les pros ont une obligation dans leur façon d'être, dans la façon de s'exprimer, dans la façon dans la personnalité publique. Parce que ce qui dégage, mon fils le regarde, le fils de chacun le regarde. Et ils veulent tous faire pareil. Donc, à un moment donné, si on voit un joueur, je sais pas, je dis toujours ça en rigolant, marcher en boitant
avec son casque sur les oreilles, un peu invertébré là, comme ça, là, pas de dégaine. Ils font pareil. Et si jamais ils le voient sur un terrain, faire ça sur un entraîneur, sur un joueur, ils font pareil. C'est du mimétisme pur et dur. Et le problème, c'est que ça va dans l'éducation aussi. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est des gamins, et les gamins, ils ont une éducation. Et l'éducation qu'on leur donne, aujourd'hui, pour moi, le fléau, c'est même pas ça. Le fléau, c'est les parents. Le fléau, pour moi, c'est les parents. Ce que je dis là, ça choquera. Mais moi, je le dis. Moi, j'ai fait des détections. Je vous jure que c'est vrai. Les parents, avant, il y avait 600 personnes. Je les regardais tous. Je convoquais les parents d'abord. Je parlais aux jeunes. Et après, je parle aux parents. Et je dis aux parents, le premier qui bronche, le premier qui loue, il dégage direct. Direct. Non pas parce que je me prends par un autre. Pas du tout. C'est qu'on est là dans un univers où on doit être ensemble, ça va bien se passer. Et si c'est pour dégager de la violence, dégager de la haine que vous avez en vous, imaginez que lui, il est meilleur que lui et que votre fille… Non, vous restez pas. En tout cas, chez moi, vous partez. Vous partez. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, où on a fait un match de détection. Il y avait des arbitres officiels, il y avait les caméras, il y avait la totale. Et il y a un père qui n'arrêtait pas de couiner sur l'arbitre de touche. J'ai arrêté le match, je suis allé le chercher dans les tribunes. Et je lui ai dit, est-ce que ça vous dérangerait d'être arbitre de touche pendant 10 minutes ? Il m'a dit non, pas de problème. Il a pris le… J'y vais, puisqu'on entend que vous, donc c'est que vous devez… soit vous êtes un professionnel de l'arbitrage, ou il y a quelque chose en tout cas, mais vous y connaissez. Et il a pris le drapeau. Puis moi, je suis allé dans les tribunes et j'ai dit aux gens, maintenant, vous allez l'insulter pendant 10 minutes. Et au-delà d'être à la rue parce qu'il n'arrivait pas à faire son truc, les autres jouaient le jeu, ils en prenaient plein sa gueule. Et là, je lui dis, voilà, ça fait plaisir ou pas ? Vous avez kiffé ou pas là ? Est-ce que vous vous rendez compte que le métier il est dur ? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites, voilà ce que le mec il subit ? Et pour moi, ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gamins, c'est pareil. Si on a des parents qui sont agressifs sur le bord du terrain, le gamin, il va être agressif, etc. C'est là où ça va pas. Et c'est là où je te rejoins. Pour moi, il y a un changement de mentalité, mais il y a un changement dans l'éducation. Ouais, c'est sûr. En tout cas, voilà, les parents, le football est un loisir, est un plaisir. C'est important aussi quand même de le rappeler. Bien et sûr. certains l'oublient, justement, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Guillaume. C'est vrai que c'est assez important. En tout J'ai cas, des parents qui m'appellent en me disant, Ouais. mon fils a 11 ans, est-ce que vous pouvez vous en occuper ? J'ai dit, pour faire quoi ? Je ne fais pas de garderie, moi. Pourquoi vous voulez que je le prenne à 11 ans ? Il me dit, mais parce qu'il a un truc. J'ai dit, s'il a un truc, laissez-le avec son truc. Il est bien dans son club, oui, il est bien dans son club. J'ai dit, pourquoi vous voulez l'emmerder, aller le foutre ailleurs ? Oui, mais parce que son club, il n'est pas assez haut. J'ai dit, mais j'ai pas encore vu de joueur de 11 ans, je m'en dis rien. Hein. J'ai dit, il faut le laisser dans son club, jouer avec ses copains et arrêter de lui mettre dans la tête que c'est Ronaldo. Si c'est Ronaldo, ne vous inquiétez pas. Il y a assez de monde dans le milieu qui vont venir te chercher. Ne vous cassez pas la tête avec ça, il n'y a pas besoin de moi. Ça, c'est sûr. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous pour parler de tout ça. C'est vrai que c'est assez intéressant d'évoquer comment ça se passe aujourd'hui, les différences qu'il peut y avoir, notamment par rapport à hier. Et puis, quelques souvenirs aussi avec Vincent. Merci, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup, Guillaume. J'espère que tu as de la place pour les mecs de 30 ans aussi dans ton académie. Hein, parce qu'il y en a certains comme moi qui auraient peut-être besoin d'une mise à jour. Quoi. Ouais, si tu cherches un contrat d'apprentissage. C'est surveillant. Par contre, vous êtes très bons, les mecs. Et quand je vous vois, franchement, et là, honnêtement, quand je vous vois, je vous trouve très bon. Vraiment, à la télé, vous passez bien. Plus toujours les cheveux bien comme il faut, là, tu vois. Non, mais c'est pas évident, vraiment. Moi, ils me foutent la haine, les gens comme toi, là, avec autant de cheveux, là. Ah, t'inquiète, un jour aussi, ça va m'arriver, hein, je le sais. Ouais, moi aussi, je pensais, mais non. Merci, Guillaume, en tout cas. Merci, Gus. Merci à vous. Salut. Ciao, Gus. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour cette 3e émission du Talk du foot amateur. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Et puis donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la liker, puis à aller bien évidemment sur le site de Foot Amateur. Bye bye.